Madame, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission Un homme, un concept, où nous allons essayer d'analyser froidement, calmement, l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo, qui reste marquée par les échauffourées constatées ça et là en début de cette semaine, mais également par les invalidations des députés au niveau de la Cour constitutionnelle. Et nous allons passer en revue l'état de cette relation FCC-Cash, la composition du gouvernement. Qu'est-ce qu'il en est? Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir, c'est toujours un plaisir pour moi de le recevoir sur mon plateau. Madame, Messieurs, je reçois ce soir Gaba Lulendo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir, comme je l'ai dit, de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Gaba Lulendo, juriste, avocat, mais cadre du Cash, Cap pour le changement. Oui, et porte-parole adjoint de l'Union pour la nation congolaise, le parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en début de semaine d'après vous? Si on vous demandait, on est dimanche aujourd'hui, entre lundi, mardi, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous entre FCC et Cash? Une manifestation de gens qui ne sont pas d'accord avec des propos désobligeants d'un député national à l'endroit de l'un, comment dirais-je, le premier d'entre nous, à savoir le président de la République. Et voilà, du coup, il y a un député national qui a traité le président de la République d'inconscient. Il a pris des ordonnances inconsciemment. Et ça, c'est grave. La rue a estimé que cette désobligeance méritait absolument une réponse. Et les gens sont descendus dans la rue pour le faire savoir. Et voilà, cela a donné lieu à quelques actes de violence que nous condamnons. Parce que nous estimons que les marches doivent être pacifiques. Et chaque fois que les uns et les autres en arrivent aux mains, il faut absolument condamner. C'est pour cette raison que nous condamnons, mais nous comprenons absolument la colère de ces gens qui se sont exprimés et qui estiment que les propos qui ont été tenus, c'était des propos désobligeants, inacceptables et irresponsables. Est-ce qu'on ne pouvait pas régler cela dans le cadre institutionnel au nom justement de cet état de droit que prône surtout Cash? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y aura des propos désobligeants, parce qu'il risque d'y en avoir, on ne le souhaite pas, et il faut s'attendre à cette descente de la rue, de la base? Mais le droit de manifester, c'est un droit qui est constitutionnellement reconnu à chacun de nous, pourvu qu'on le fasse dans les normes, suivant les règles de l'art, en respectant les lois de la République, la Constitution et les lois de la République. Donc, partant de cela, nous n'avons pas, nous, le droit d'empêcher ceux qui estiment qu'ils ont de bonnes raisons de pouvoir marcher, à pouvoir le faire. Et ça a été le cas pour eux. Que dira, les institutions là, sont là pour pouvoir régler le problème institutionnel, mais la rue est là également pour régler rappeler... le problème institutionnel. Non, non, faire entendre sa voix. Enfin, est-ce qu'au niveau de l'alliance FCC-Cash, il n'y avait pas moyen de régler cette situation? Mais une fois de plus, les institutions doivent régler le problème. On parle de l'alliance, on parle vraiment au niveau de l'alliance, pas vraiment au niveau des institutions. Entre vous, parce que vous êtes des alliés, il n'y avait pas moyen de régler cela avant qu'on puisse assister à ce dont on a eu droit en début de semaine. Mais d'abord, nous, on a été surpris, quand je dis nous, c'est-à-dire Cash, que les ordonnances qui ont été prises par le président de la République, suivant les prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution, que ces ordonnances fassent l'objet d'un débat au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, il faut le reconnaître, Madame Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, n'a pas absolument, dans ses débuts, compris le rôle qui était le rôle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut pas, bien évidemment, connaître des actes du président de la République. Mais elle s'est expliquée en disant que ce n'était pas des actes posés par le chef de l'État qui étaient soumis au débat, mais c'était par rapport à la loi, d'autant plus que les ordonnances se référaient à la gestion de portefeuille et de ministère, donc il n'était nullement question d'examiner les actes posés par le chef de l'État. Non, mais c'est l'incohérence la plus totale qui soit. Le portefeuille, mais justement le président de la République prend les actes en ce qui concerne les portefeuilles. Lisez l'article 81 de la Constitution. Dès lors que le président a pris un acte et il est allé même plus loin à faire des recommandations,
ces recommandations que l'Assemblée nationale fait à l'endroit du président de la République, nous prenons ces recommandations, nous jetons dans la poubelle. Parce qu'il n'est nullement question de censurer les actes pris par le président de la République. Lisez la constitution du pays. Le président de la République n'a de compte à rendre que au peuple parce qu'il a été élu au suffrage universel direct. Et par voie un peu de comme les conséquence... députés nationaux aussi. Hein. Non, mais les députés... C'est différent les cas parce qu'eux aussi ont été élus directement. Non, mais il faut regarder. Le président de la République a comme circonscription électorale l'ensemble du territoire national. Alors que les députés ont d'abord une légitimité limitée parce que eux, c'est dans une circonscription. On les appelle représentants de la nation pour la simple bonne raison que chacun ayant une petite légitimité dans un coin et se retrouvant ensemble pour l'ensemble de la République, c'est ainsi qu'on considère qu'ils sont les représentants de la nation. Mais le premier représentant de la nation, c'est le président de la République parce que lui a comme circonscription électorale l'ensemble du territoire national. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on regarde la Constitution, il est le seul, pas même le juge, il est le seul qui, lorsqu'il estime qu'il n'y a pas un fonctionnement régulier des institutions, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions ainsi que des pouvoirs publics et que s'il y a crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, il est également le seul à pouvoir dissoudre. On va revenir quand même sur ces ordonnances, mais je posais une question, les ordonnances, le gouvernement, on va en parler. On parlait de cette situation qu'il y a eu. Pourquoi ne pas avoir résolu cela entre vous? Parce que vous êtes dans une alliance. Ouais, mais il faut poser la question aux gens du FCC. Pourquoi? Vous vous renvoyez la balle. Hein? Non, non, mais je dis, vous posez une très bonne question. Pourquoi ils se sont permis au sein de l'Assemblée nationale de discuter deux ordonnances du chef de l'État? Pourquoi ils se sont donné un tel pouvoir, une telle prérogative? On se retrouve dans un cas de figure qui a déjà été fait et qui a eu ce qu'il y a eu. Ouais. Les uns disent oui, c'était pas il n'y a pas été question des actes posés par les chefs de l'État. D'autres disent s'il y a été question des actes posés, on a dépassé carrément ce stade. Pourquoi ne pas avoir récupéré la main et faire en sorte qu'on n'assiste pas à tout ce dont on a eu droit justement? Mais en tant que des alliés. Madame, c'est ce que je dis. Est-ce que c'est raisonnable de dire qu'on n'a pas parlé du chef, on n'a pas parlé des actes du chef de l'État? Mais comment est-on arrivé à les traiter d'inconscients? Il a pris des actes par inconscience, si ce n'était que ces actes-là faisaient l'objet de discussions au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, dans la vie, quand on a mal agi ou l'on n'a pas été suffisamment responsable, ça ne nous coûte rien de dire que là, on est passé à côté de l'essentiel, etc. C'est la moindre chose. Un peu comme, puisqu'on parle de ces ordonnances, on va vraiment parler de cette alliance, on parle de ces ordonnances, le président aussi aurait pu faire de même au regard des critiques qui ont fusé par rapport à ces ordonnances, qui, dans un premier temps, n'avaient pas fait allusion à la Constitution, qui a été contresignée par le directeur de cabinet qui n'en avait pas qualité. Le président aussi devait tirer les leçons de cela en toute humilité, dire que ben non, j'ai foiré sur cette ordonnance. Non, mais d'abord, les ordonnances auxquelles nous faisons allusion, et ce sont des ordonnances qui ont été signées par le président de la République avec le contreseing du Premier ministre, ce sont les ordonnances du 29 mai de l'année en cours. Ces ordonnances sont contresignées par le Premier ministre démissionnaire. Alors qu'on avait déjà un Premier ministre il y avait déjà un Premier ministre nommé le 20 mai, et le Premier ministre qui expédie les affaires courantes contresigne le 29 mai, c'est là où aussi les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais laissez-moi vous expliquer, madame. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les ordonnances auxquelles on fait allusion, ce sont les ordonnances 19/62 et 19/63, nommant respectivement les membres du conseil d'administration et de la direction générale de deux entreprises du portefeuille de l'État, à savoir la GECAMIN ainsi que la SNCC. Ces ordonnances sont signées par le président de la République, contresignées par le Premier ministre Bruno Tshibala. Ces ordonnances ne sont pas contresignées par les directeurs des cabinets. Les directeurs des cabinets ne contresignent pas les ordonnances du chef de l'État. Lui fait ce qu'on appelle la certification conforme. Il a vu l'acte qui a été signé par le président de la République. Quand on fait la copie,
lui certifie que la copie, vous pouvez en faire usage parce que cette copie est conforme à l'original qui a été signé par les présidents de la République. C'est ça le rôle du directeur des cabinets. Il n'a contresigné aucune ordonnance. C'est parce qu'on a entendu quand on a lu, hein, on a eu, et je recadre un peu, je rectifie, on a eu droit à la lecture de ces ordonnances à la chaîne nationale, où le porte-parole du chef de l'État en lisant dit que contresigné par le directeur de cabinet. Quelque temps après, et d'ailleurs qu'il y avait pour certains aucune mention faite à la Constitution. Et c'est ça qui faisait en sorte que ces ordonnances puissent être considérées également par certains comme étant inconstitutionnelles, ne faisant aucune référence à la Constitution. Ensuite, on aura droit à une deuxième ordonnance, toujours sur les mêmes nominations, mais cette fois-ci, c'est de Roger et Brandissant, c'est contre ça de Bruno Tshibala, le 29 mai, alors qu'il expédiait déjà les affaires courantes. Deux considérations. La première considération, on doit reconnaître que quelque part, il y a eu un petit dysfonctionnement au niveau, bien évidemment, de la lecture qui a été faite par le porte-parole du président de la République, que je salue, un homme d'une grande expérience. Il est seulement question de rappeler au porte-parole du président de la République que les ordonnances du chef de l'État se lisent in extenso. Je crois, il y a eu un petit dysfonctionnement parce que il a lu l'ordonnance du chef de l'État, mais sans commencer par lire les vues, etc. Il faut lire l'ordonnance du chef de l'État, il ne faut pas se mettre à Donc l'erreur était plus du côté de porte-parole du chef de l'État qui avait omis de lire quand même toutes les mentions faites à la Constitution aux différentes lois du pays. Mais je vous ai dit qu'il y a eu un petit dysfonctionnement. Et ces dysfonctionnements a été rapidement corrigé. Mais toujours est-il que les directeurs des cabinets du chef de l'État, l'honorable Vital Kamerhe, n'a contresigné aucune ordonnance du chef de l'État. Si quelqu'un a une copie de l'ordonnance signée par le chef de l'État avec le contreseing du directeur des cabinets du président de la République, Vital Kamerhe, n'a qu'à nous présenter la copie. Il y a eu quand même un petit dysfonctionnement. Je pense que c'est un problème qui a été réglé parce que les deux ordonnances sont signées par le chef de l'État, contresignées par le Premier ministre. Mais la deuxième considération, c'est de dire, il y a un Premier ministre qui a été nommé, mais de l'autre côté, il y a un Premier ministre qui, lui, est démissionnaire, mais a dû quand même contresigner les ordonnances du chef de l'État. Le Premier ministre qui a été nommé, il a été nommé par une ordonnance du chef de l'État, mais il n'est pas abrogeant toutes les dispositions antérieures. Hein. Bon, je ne suis pas juriste, mais je crois que c'est ça. Ouais. Quand il nomme, on abroge, c'est qu'on retire quand même au précédent tout ce qu'il avait comme pouvoir. Voilà. Ça, c'est une formule consacrée en droit. Vous trouverez dans la plupart... Mais qui a son pesant d'or, hein, qui a son utilité. Hein. Mais laissez-moi vous expliquer, madame. Je vous en prie. Laissez-moi vous expliquer ces choses. C'est du droit administratif. Je vous en prie. Et il ne suffit pas... Parce que pour le commun des mortels, ça a été abrogé, oui, on abroge, mais celui qui est en place reste en place jusqu'à ce que celui qui a été nommé les remplace. Et du coup, celui qui est en place a un certain nombre de prérogatives qui lui sont reconnues, même s'il est démissionnaire. Donc celui qui a été nommé n'étant pas en fonction parce que son gouvernement n'est pas encore investi, il ne peut poser aucun acte juridique. Donc en ce moment, entre le Premier ministre Ilunga nommé par le président de la République et Bruno Tshibala, le Premier ministre démissionnaire, du point de vue administratif, Bruno Tshibala a encore un peu plus de pouvoir, même si ses pouvoirs sont limités, par rapport à celui qui a été nommé, mais dont l'investiture s'est fait attendre. Du coup, lui ne peut pas poser des actes parce que le gouvernement n'est pas encore investi, mais les démissionnaires peuvent poser des actes, même si ces actes sont limités. Il s'agit notamment du fait qu'en tant que Premier ministre, il ne peut pas poser des actes et des dispositions. En d'autres termes, est-ce que le Premier ministre démissionnaire a-t-il pris un décret? Parce que vous savez que le Premier ministre agit par décret. A-t-il pris un décret nommant les gens au sein des entreprises? Non seulement il ne s'agit pas de sa prérogative, en plus de cela, il n'en a pas comment dirais-je, il ne l'a pas fait. Donc, s'il avait pris un décret qui est un acte qui relève de sa compétence pour pouvoir nommer les gens, eh bien, il s'agit des actes et des dispositions, il ne peut pas. Ici, il s'agit de l'ordonnance du chef de l'État. Cette ordonnance n'a pas été prise par Bruno Tshibala. Bruno Tshibala n'a pas la compétence de prendre l'ordonnance. L'ordonnance est un acte juridique par lequel le président prend des décisions et il est le seul à agir par ordonnance. Seulement pour sa validité,
on veut que ça soit délibéré en Conseil des ministres. Ce qui n'a pas été fait aussi, c'est ce que je voulais dire. Attends, avec le contreseing du Premier ministre. La Constitution n'a pas interdit au Premier ministre démissionnaire de contresigner un acte qui relève de la compétence du président. La Constitution est restée muette dans beaucoup de choses. Hein. Peut-être qu'il faudrait déjà aussi envisager pour certains de la réviser. Mais parlons quand même de ce Conseil de ministres, d'autres brandissent. Il y a peut-être le contreseing du Premier ministre démissionnaire, mais ça n'a pas été traité au niveau du Conseil de ministres. C'est ça aussi le problème. Ça fait partie des dysfonctionnements quand même qu'on voit dans le chef de l'actuel président. Mais madame, qu'est-ce que nous en savons? Est-ce que quand le président de la République convoque le Conseil des ministres, il vous a le droit, il y a toujours un compte rendu, hein, on a le droit à un compte rendu, on l'a toujours fait. Hein. Attendez. Si ça n'a pas été fait, cela ne signifie pas que le Conseil des ministres ne s'est pas réuni. Non, mais ça, c'est que ça signifie qu'il y a encore un autre dysfonctionnement, parce qu'à chaque fois que le gouvernement se réunit, on est en droit d'avoir un rapport ou un compte rendu. Madame, qu'on se mette d'accord. J'ai dit, mettons-nous d'accord sur l'essentiel. Si il y a eu Conseil des ministres et que par la suite, il n'y a pas eu un compte rendu qui a été fait, cela ne signifie pas que le Conseil des ministres qui a eu lieu est nul et de nul effet. Le Conseil des ministres peut s'être réuni et avoir pris des décisions. Mais ces ordonnances n'ont pas fait allusion justement à ce Conseil de ministres, c'est ça. Non, on pouvait ne pas faire le compte rendu, mais néanmoins faire allusion dans ces ordonnances-là de fait qu'il y a eu, c'est passé en délibération au Conseil de ministres. Madame, je ne suis pas ici en train d'affirmer qu'il y a eu Conseil des ministres. Je dis, si Conseil des ministres il y avait, s'il n'y a pas un compte rendu, le fait qu'il n'y ait pas un compte rendu ne signifie pas que le Conseil des ministres n'a pas eu lieu. Mais en même temps, je n'affirme pas que le Conseil des ministres a eu lieu. Moi, quand je regarde l'ordonnance, je dis sur proposition du gouvernement. Quand on dit sur proposition du gouvernement, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'au regard de l'ordonnance que moi j'ai lue, je considère que le gouvernement s'est réuni. Maintenant, ce que vous devez aussi savoir, ce que vous êtes habitué avec un conseil des ministres, vous voyez tous les ministres se présenter. Lisez l'ordonnance, comment dirais-je, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, ainsi que du gouvernement, les modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi que les membres du gouvernement. Vous verrez à son article 48 que le président de la République peut convoquer comment un gouvernement restreint. Ça veut dire quoi? Si, on sait ça, on a vu ça avec Joseph Kabila. Voilà, il prend juste le Premier ministre, il regarde est-ce qualité, quel ministre peut venir, 2, 3, ils prennent des décisions. On va voir peut-être. Et cette décision-là engage le gouvernement. On va voir. Hein, est-ce que ça a été le cas? Est-ce que ça n'a pas été le cas? Poser la question aux ministres concernés s'ils ont été associés à cette décision. Comme on parle des portefeuilles et on parle de transport, ils on cherchera peut-être à savoir. Hein. L'ordonnance dit ils peuvent. Les premiers ministres et le président de la République. Passer outre. Mais il dit ils peuvent, les autres ministres peuvent être invités, qualité. C'est ce qui est mis là-bas. Qualité, peuvent être, on a peut dire doivent être invités. Donc si on dit peuvent être invités, est-ce qu'ont-ils été invités? N'ont-ils pas été invités? Est-ce que le Conseil de tout secteur? Parce que là, vous avez besoin d'un procès verbal. Et si vous avez besoin de cela, adressez-vous à la présidence de la République. Vous aurez des réponses à ces sujets. C'est ce qu'on demande. Hein. Comme ça, il n'y aura pas trop de si, il n'y aura pas trop d'imprécisions aussi, parce qu'on ne sait pas. Et il faudrait quand même. Moi, je vois seulement qu'il y a une ordonnance qui dit sur proposition du gouvernement. On va parler. Maintenant, si vous avez besoin des détails, on parlera des détails également, d'autant plus qu'on va essayer d'aborder bientôt la question relative aux invalidations au niveau de la Cour constitutionnelle, mais revenons quand même sur puisque vous êtes juriste, là on voit que c'est vraiment un problème au niveau de la signature. Là récemment on vient de voir le directeur de cabinet signer au nom et à la place du gouvernement. À votre avis, par rapport à un document officiel entre la RDC, le Burundi ou la Tanzanie, si je ne me trompe pas, vous pensez qu'il en a qualité, le directeur de cabinet, de signer comme ça au nom et en lieu place du gouvernement de la République? Mais le président de la République est allé en mission. Il était avec qui? Qui était avec lui? S'il est avec les directeurs des cabinets, vous voulez que qui d'autre signe? Qui n'a pas été présent. Donc le directeur de cabinet maintenant fait office du gouvernement. Mais moi je veux comprendre. Madame. On ne demande qu'à comprendre parce qu'il y a la confusion. Vous êtes juriste, expliquez-nous. Vous savez ce que le problème, c'est que dans ce pays, de fois on fait du juridisme.
Voilà pourquoi on a invité un juriste pour vous faites deux fois du juridisme. Le président est en mission avec son directeur de cabinet. Exerçant ses prérogatives, il rencontre ses homologues. Un communiqué sanctionnant la réunion entre le président de la République ainsi que d'autres, eh bien, cette réunion a eu lieu, il y a un communiqué qui sanctionne cette réunion ou ces réunions. Il est avec son directeur de cabinet. Vous voulez que qui puisse signer dans cette circonstance-là? Puisque dans le cas du Premier ministre, il y a eu un contre-saint même démissionnaire, pourquoi il ne s'est pas baladé ou fait? Pourquoi il n'est pas parti avec le ministre des Affaires étrangères qui assure l'intérim? Ça aurait pu faire simple au nom de la continuité. Où est-ce qu'on a dit dans la Constitution que quand il y a un communiqué qui est signé par le président de la République avec ses homologues, il faut qu'il y ait le contre-saint? Parce qu'en bas, on a écrit au nom du gouvernement, que je sache, le directeur de cabinet n'est pas membre du gouvernement. Attendez. Il n'est pas membre, à moins que vous puissiez nous dire aujourd'hui que non. Aujourd'hui, il est à la fois directeur de cabinet et membre du gouvernement. Ce ne sont pas des ministres qui manquent, il aurait pu voyager avec eux et en cas de besoin signer en bas de page. Mais c'est ce que je vous dis. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans une situation assez particulière. La situation particulière, c'est qu'on est entre le gouvernement sortant et un gouvernement à venir. Et que pour le moment, le seul qui a légitimité du point de vue de l'exécutif de pouvoir faire, parce que le gouvernement doit être les reflets de force en présence au niveau de l'Assemblée nationale. En d'autres termes, ça doit être un gouvernement issu de cette nouvelle législature. Donc, on est devant une situation assez particulière. Donc, pour le contre-saint, on se réfère à ce gouvernement démissionnaire. Non. Mais pour d'autres signatures, on dit, ben oui, faute de mieux, comme il n'y a pas encore l'entrant, on fait avec celui qui est là, donc le directeur de cabinet. Madame, en droit international, nous enseignons le cours de droit international public. Eh bien, en droit international, il y a ce qu'on appelle les plénipotentiaires. Parmi les plénipotentiaires, le premier de tous les plénipotentiaires, c'est le président de la République. Oui. Le deuxième, c'est le chef du gouvernement. Et le troisième, c'est le ministre des Affaires étrangères. Heureusement qu'on n'a pas vu le directeur de cabinet là. Attendez. Dès lors que le président de la République est là, les communiqués, là, c'est l'œuvre des chefs de l'État. Les directeurs des cabinets n'a fait que le compte rendu de ce que les chefs de l'État se sont dit. Non, sauf que de l'autre côté, dans la partie burundaise ou tanzanienne, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a signé. Sauf que chez nous, c'est le directeur de cabinet. Oui, mais parce que là-bas, ils ont tout en place, le gouvernement, etc. Et de l'autre côté... Ce dysfonctionnement continue, nous poursuit même à l'extérieur du pays, ça devient inquiétant. Le président de la République, pour exercer les prérogatives qui lui sont reconnues, n'a pas besoin de se balader avec qui que ce soit. Il décide avec qui il se balade dans les cas des prérogatives qui lui sont reconnues. Ici, je constate qu'il n'était pas avec les ministres des Affaires étrangères. Ça se demandait pourquoi d'ailleurs. On est en droit de se demander ça. Attendez. Mais ça ne rend pas nul les actes qui ont été décidés ou en tout cas le compromis qui a été trouvé. Donc on se retrouve que c'est la signature du DIRCAB qui engage l'État congolais vers un autre tiers d'État. C'est la décision du chef de l'État ou des chefs de l'État qui engage notre État. La réunion là, ce n'était pas la réunion des directeurs des cabinets, c'est la réunion des chefs d'État. Ils se sont réunis, ils ont trouvé, ils ont décidé ou ils ont pris un certain nombre de mesures de coopérer ensemble. Dès lors que c'est fait, c'est cet acte-là qui engage. Le compte rendu n'est que dire ce qui s'est passé entre les chefs d'État. Voilà, c'est comme un conseil d'administration qui s'est réuni ou un directeur général avec d'autres qui se réunissent, prennent des décisions, mais l'autre vient dire ce que les autres ont décidé. Donc c'est la décision des autres. Il n'y a pas à en faire un problème, il n'y a pas à en faire un plat. C'est la décision des autres qui engage l'État, et non, le compte rendu, c'est dire seulement ce qui s'est passé. Et là, ça fait quand même beaucoup comme dysfonctionnement parce qu'il n'y a pas un gouvernement ou parce qu'il y a un gouvernement entrant qui tarde à venir et un gouvernement sortant qui se prolonge un peu. Décidément, 6 mois après les élections, il n'y a toujours pas ce gouvernement. Est-ce que le cash a vraiment la même mise sur tout ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique qu'on passe 6 mois sans qu'il y ait ce gouvernement? Bon, mais je ne sais pas comment vous comptez le mois. Je n'ai pas l'impression que ça fait 6 mois. À partir de janvier, on peut commencer à partir de janvier. C'est quand même le 24 janvier, non? Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment vous comptez les 6 mois. Bon, peut-être que vous avez les modalités des calculs des mois. 6 mois au moins, ça fait plusieurs mois.
Non, mais je dis au moins que nous n'avons pas les mêmes entendements des 6 mois. Peu importe, ça peut être 5 mois, mais on n'est pas loin de 6 mois. 5 mois, c'est pas 6 mois. On n'est pas loin de 5 mois, surtout si on se réfère à certains pays qui, au bout de 2 semaines, qui ont organisé des élections au même moment que nous, et qu'au bout de 2 semaines, ils avaient eu déjà leur gouvernement. D'autres qui ont organisé des élections après nous, au bout de quelques jours, ils avaient déjà leur gouvernement. Ça se demandait pourquoi chez nous, ça traîne. Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que, de toutes les façons, le retard pris pour la mise en place du gouvernement, ce n'est pas un retard de 5 mois. Parce qu'en tout état de cause, le gouvernement n'a d'essence que lorsque les parlements sont en place avec un bureau définitif. Ce qui veut dire en d'autres termes que le bureau définitif a été mis en place, je pense qu'il y a 1 mois. Donc s'il y a 1 mois ou 3 semaines ou 4 semaines que le bureau définitif a été mis en place, c'est à partir de ce moment qu'on peut considérer qu'il y a un retard. Parce que même si, après avoir été élu et prêté serment, 5 jours après, le président de la République mettait en place un gouvernement, ce gouvernement ne serait toujours pas en fonction tant qu'il n'y avait pas un bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale pour que ce gouvernement ait présenté son programme. Parce qu'en effet, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale n'a que 3 missions, à savoir la validation des mandats, deuxièmement, l'adoption du règlement d'ordre intérieur et troisièmement, l'organisation des élections du bureau définitif. Donc, le retard auquel vous faites allusion, ce n'est pas un retard de 5 mois. Ok, peu importe que ça soit d'un mois, mais pourquoi ça traîne? Oui, mais ça traîne parce que nous sommes dans une coalition avec les FCC. Quand vous êtes dans une coalition, c'est comme un homme qui décide de se marier avec une femme, eh ben, ils peuvent... Ou une femme qui se laisse marier par un homme. Bon, racontez ce que vous voulez. Toujours est-il que... Attends, toujours est-il qu'il y a 2 personnes qui doivent développer... décident de se mettre ensemble. Oui, qui décident de se mettre ensemble, qui doivent développer un entendement commun ou une compréhension commune pour pouvoir cheminer ensemble. La définition de la compréhension commune pour pouvoir cheminer ensemble, ça peut poser des problèmes. C'est pour cette raison que des tractations sont en cours, etc. Nous, en tant que CACH, nous avons notre entendement de la gestion de la cité. C'est la lutte contre la corruption, la lutte contre les détournements des deniers publics, c'est le respect des droits de l'homme, c'est la justice pour tout le monde, etc. Eh bien, il faut que de l'autre côté, les autres puissent avoir les mêmes entendements pour qu'on puisse avancer. Que nous, parce que nous n'allons pas... Parce que votre entendement est le meilleur. Nous ne pouvons pas discuter sur l'instauration de l'état des droits. Ça, c'est pas discutable et c'est pas négociable. La lutte contre la corruption, s'il y a des gens qui ne veulent pas de la lutte contre la corruption comme un cheval de bataille, eh bien, on ne se mettra jamais d'accord avec eux. Mais il fallait aller alors pour faire vite les choses, parce que là, ça comptabilise quand même, que ce soit qu'il y ait un retard d'1 mois, d'1 semaine ou 2, mais le compteur tourne pour le chef de l'État, il va être jugé par rapport à son action. Il faut qu'il va vite, s'il voit que ça ne va pas avec la coalition, aller en cohabitation. Non. La cohabitation, c'est la pire des bêtises qui puisse être faite. Parce qu'en ce moment-là, ça signifierait quoi? Ça signifierait surtout le gouvernement entre les mains de ces gens qui ont montré leurs limites dans la gestion de la cité pendant 18 ans et finalement attendre... Ça ne vous a pas empêché, moi quand je vous entends dire ça, mais ça ne vous a pas empêché, vous avez vu ce qu'ils ont fait du pays, mais ça ne vous a pas empêché de coaliser avec eux. Donc arrêtez de leur rappeler tout le temps, puisque vous êtes en alliance avec eux d'une certaine manière, vous héritez de leur gestion. Nous héritons de leur gestion, mais nous leur disons... Plus jamais les choses se feront comme avant. C'est aussi simple. Les peuples aspirent au changement. Hier, ça n'a pas été fameux dans votre gestion. Maintenant, compte tenu des contraintes... On vous donne un sursis. Attendez, madame. Compte tenu des contraintes constitutionnelles, nous avons décidé de cheminer ensemble. Mettons-nous d'accord sur le fondamentaux. Et nous pensons aussi qu'un certain nombre de ministères qualifiés des régaliens doivent revenir de droit au président de la République, comme ça a toujours été le cas. Et ce sont ces discussions qui sont en cours. On n'a jamais été en coalition. Hein. Vous savez, c'est une première pour nous, une première passation de pouvoir, une première coalition qu'on est en train de vivre. Donc, on ne peut pas d'emblée dire que les ministères régaliens doivent rester au niveau du chef de l'État. Mais madame, on dit ministère régalien. Avant, ça pouvait être possible parce que l'ancien président avait la majorité, mais vous n'avez pas la majorité. Faites aussi profil bas. Mais madame, qui a dit que quand vous n'avez pas la majorité, que vous avez le président de la République, vous ne pouvez pas avoir le ministère régalien? Quelques-uns, pas tous quand même. Attendez, madame. On appelle ça ministère régalien. La sémantique a tout un contenu. Régalien vient du latin rex regis. Ça signifie roi. Nous ne sommes pas dans un royaume, dans une république où le roi s'appelle président de la République. Parce qu'on est dans une république. Le roi qui n'a pas la plénitude de pouvoir. Non, mais qui vous a dit ça? Parce qu'il y a une partie de pouvoir qui revient quand même au Parlement, Madame, à l'Assemblée. Nous sommes dans une démocratie constitutionnelle.
les prérogatives, qui est le garant de la souveraineté de la RDC? C'est le président de la République, n'est-ce pas? Et vous appelez celui qui garantit la souveraineté de la République, vous appelez ça ministère de souveraineté, et vous estimez que ce ministère doit échapper au président de la République. Qu'est-ce que ça fait logique? Qui est le commandant suprême des forces armées et de la police? C'est le président de la République. Vous voulez que la défense ainsi que la police échappent au président de la République. Est-ce que vous êtes correct? Qui est le magistrat suprême? C'est le président de la République. Vous voulez que la justice échappe au président de la République. Est-ce que vous êtes logique? C'est pourquoi j'ai dit le bon sens. Et sachant qu'il s'agit des ministères régaliens, régalien rex regis signifie roi, république président de la République, ce qu'il va de soi que celui qui garantit ces choses puisse avoir ces ministères. Admettons que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que ça se tire en longueur. À un moment, on dit non, dans 3 jours c'est bon, on a tout réglé. Admettons que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, qu'est-ce qui adviendra? On finira par se mettre d'accord parce que la République, on finira par se mettre d'accord parce que la République veut que nous nous mettions d'accord pour trouver des solutions de la République. Et toujours est-il que dans chaque situation, il y a toujours une solution, la solution sera trouvée. On a l'impression que le Premier ministre nommé ne participe même pas à ces échanges-là et que tout est en train d'être fait entre quelques cadres du FCC et du CACH. Et lui, il ne fera qu'endosser. Donc, vous viendrez avec vos documents et vous direz, oui, nos ministres sont là, notre programme est là. Vous allez juste endosser, au fait. Le Premier ministre, à ce que je sache, est issu du FCC. On est bien d'accord. Les négociations qui sont en cours... Mais nommé par le président. Attendez, c'est ce que je dis, il est nommé par le président, mais issu du FCC. Les négociations qui sont en cours sont des négociations entre les CACH et les FCC. Il appartient au FCC de nous dire qui sont leurs interlocuteurs. Une fois que cela est fait à l'interne, ils ont trouvé des solutions, eh bien nous traitons avec les interlocuteurs du FCC. Et c'est le cas aujourd'hui, tant que ça ne lui pose pas de problème, c'est un entendement. Et surtout qu'il n'est pas que Premier ministre du FCC, nommé par le président, il est devenu Premier ministre de la République démocratique du Congo. Donc apparemment, il ne se plaint pas parce que je crois qu'il est... Et apparemment, on trouve c'est normal, hein, même au niveau de la présidence, on trouve, au niveau des uns et des autres, on trouve que, ben oui, on n'a qu'à ne pas l'associer et puis tout, il va juste endosser. Je ne sais pas si on ne l'a pas associé, parce que lui-même n'a pas dit qu'il n'a pas été associé. Si il s'est plaint en disant « je ne suis pas associé », ça peut permettre que nous puissions regarder la chose. Pour le moment, c'est vous qui le dites, mais le concerné ne se plaint pas de n'être pas associé. Ce qui veut dire qu'il est associé, il est complètement d'accord avec ce qui se passe, etc. Il est d'accord avec ce qui se passe. Très rapidement par rapport à l'invalidation au niveau aux invalidations, hein, c'est le silence cash chez Cash qui apparemment ne se sont même pas concernés, quoi. Pourquoi ne se sont pas concernés? Est-ce que vous ne m'avez pas suivi à maintes reprises dire que ce qui venait de se faire est tout à fait inacceptable? On ne peut pas avoir une justice pour les privilégiés, laissant les autres pour compte. C'est pour cette raison que le président de la République a eu raison de dire il faut déboulonner les systèmes, parce que ce pays a été détruit pendant un demi-siècle, 32 ans de Mobutu, 18 ans de M. Joseph Kabila, à telle enseigne que maintenant le peuple aspire au changement et qu'aujourd'hui, Cash représente ces changements, nous devons tout mettre en œuvre pour qu'effectivement on puisse déboulonner les vestiges de la dictature. C'est ainsi que ce qui s'est passé, c'est inacceptable. On ne peut pas comprendre que seuls les gens de l'opposition... Seuls vos alliés, au fait. Pardon? Seuls vos alliés puissent se retrouver. Seuls nos alliés, ça signifie quoi? Seul le FCC. Attendez, mais justement, c'est ce que je dis. Est-ce que c'est normal que quand il y a 33 invalidés ou 40 invalidés, que ces invalidations concernent essentiellement les gens de l'opposition et que les gens du FCC ne soient pas concernés par ces invalidations? Encore que quand on a invalidé quelqu'un du FCC, c'est pour être, comment dirais-je, remplacé par un autre du FCC. Quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Moi, j'ai été candidat dans le Mwamba. Madame, j'ai eu beaucoup de voix dans le Mwamba, mais je peux vous dire qu'il y a 2 qui ont eu plus de voix que nous, qui ne pouvaient pas souffrir d'une contestation, même devant la Cour constitutionnelle. C'est M. Jean-Marc Kabound, c'est aussi M. Raphaël Kibuka. Les 2 là ont été les meilleurs dans le monde en termes de nombre de voix.
Les autres, là, je ne sais pas très bien leur situation, etc., qui ont été invalidés. Mais qu'on me dise qu'un monsieur comme Raphaël Kibuka a été invalidé, franchement, la bêtise humaine a atteint de proportions inquiétantes. Et là, je dis que c'est inacceptable. Mais que faire maintenant? Que faire? Laissons couler les choses, laissons faire les choses, et puis après, attendons à ce que le président puisse procéder au déboulonnage pour qu'enfin qu'on soit rassuré. Qu'est-ce qu'on fait là? Moi, je dis la Cour constitutionnelle, ou comment dirais-je, la Constitution offre des béquilles en ce qui concerne les arrêts de la Cour constitutionnelle, dans la mesure où des requêtes en correction des erreurs qui ont été commises, ces requêtes peuvent être introduites. Et s'il y a erreur, il faut que le plus rapidement possible, on puisse corriger. Parce que, je dis, quelque part, on n'a pas été sérieux. Quand je dis on n'a pas été sérieux, c'est que la Cour n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Il est des cas tellement avérés, même quand vous voulez tricher, trouvez quand même la bonne manière de pouvoir le faire. Il ne faut pas que ça soit flagrant comme ça a été le cas. Les mal est mal, même si moi je le fais. Raison pour laquelle je dis ce qui s'est passé au niveau de la Cour est inacceptable. Là, je parle en tant qu'un homme politique, je parle en tant qu'un analyste politique. Certains se réveillent quand même tard, parce qu'il y a eu qui ont eu à dénoncer cette Cour, la façon de faire de la Cour depuis des années, en fait depuis quelques mois, mais ils disaient non, mais la Cour a tranché, on a vu ça avec la présidentielle, hein. La Cour a tranché, et c'est bon, mais deux fois on se dit, mais pourquoi maintenant ce tollé général, puisque c'est la même Cour, ce sont les mêmes juges, hein, mais madame, qui ont bien fait le travail avec la présidentielle, madame, et qui sont en train de mal le faire avec les nationales et les législatives nationales. Il ne vous arrive pas à vous de bien faire et aussi de mal faire? Si vous faites bien, on vous applaudit. Si vous faites mal, on vous dit que vous avez mal fait. En tout cas, c'est le cas avec... Pourtant, attendez, pourtant c'est la même personne. Donc aujourd'hui, ça vous étonne qu'à un moment donné, la Cour se comporte bien, et lorsqu'elle se comporte bien, nous applaudissons. Lorsqu'elle ne se comporte pas bien, nous dénonçons. Regardez le procès en ce qui concerne l'élection du président de la République. C'est un procès qui a eu lieu en toute transparence, devant toutes les caméras du monde. Tout le monde s'est rendu compte que la MOCA était en difficulté de pouvoir soutenir, comment dirais-je, sa victoire. Et c'est là n'est pas le cas. Déjà eux-mêmes ne savaient pas combien ils avaient eu dans leur judiciaire. Mais ils sont venus avec deux requêtes. C'est pas le cas avec ce qui s'est passé au niveau de législative nationale et tout. Donc, non, mais moi je vous dis que c'est tellement patent. Est-ce qu'on peut aller en contestation devant la Cour constitutionnelle et qu'il y ait seulement un camp qui perd, pas l'autre camp? Déjà, c'est un élément, un indicateur qui montre que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Des deux, je vous dis, je peux même mettre ma main à couper, personne ne peut le démontrer. Qu'au niveau, par exemple, des Mwamba, parce que moi-même, j'ai été candidat dans les Mwamba, qu'un monsieur, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Mais la vérité, c'est celle-là. J'ai eu droit aux fiches des résultats. Je vous dis qu'il y a deux meilleurs dans le Mwamba. C'était Jean-Marc Aboun, c'était, comment dirais-je, Raphaël. Qu'il soit invalidé, c'est tout à fait choquant parce que moi, j'ai été candidat, j'en sais quelque chose. L'injustice, nous devons la dénoncer quand elle existe. Vous ne pouvez pas aller en contentieux, il n'y a qu'un camp qui est invalidé par un autre camp. Et quand l'autre camp est fait, c'est juste un semblant. On prend par exemple un monsieur comme celui des Matete Nerombungu, parce qu'il est devenu vice-gouverneur, on dit bon on peut compenser, on prend les sièges, on donne à quelqu'un du FCC, etc. Ça, c'est des choses inacceptables dans une république. Raison pour laquelle ce pays a été détruit pendant 50 ans. Maintenant, avec l'avènement du cash au pouvoir, nous voulons déboulonner les systèmes, y compris, bien évidemment, regarder dans la magistrature, parce que nous voulons une justice juste. Merci d'avoir été de notre ce soir. Merci beaucoup, madame, et ça a été un plaisir. Je remercie les téléspectateurs qui étaient également très nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions. On sera toujours là pour vous en attendant. Nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en notre compagnie. On se dit au revoir et à très bientôt.